bienvenue dans votre émission, La Réunion Lélade, On n'arrête pas d'en parler, à chaque fois on essaye de comprendre qu'est-ce qui peut être derrière, on parle de réseau, et souvent aujourd'hui, l'image de la franc-maçonnerie a été plus ou moins, j'allais dire, entachée par quelque chose, par quelques actes ou par quelques faits. Ce soir, on va essayer de prendre le temps de vous expliquer que la franc-maçonnerie, ce sont aussi des gens bien, ce sont des gens qui ont des choses à dire, et il est dit ce soir dans Causement Réunionnais. Pour en parler avec nous ce soir, donc, on va faire, c'est pas dans l'ordre chronologique, c'est dans l'ordre comme ça que j'ai mis. Alors, Gérard Leva, bonsoir. Bonsoir. Grand maître général de la Grande Loge française Memphis Misraïm. Pierre-Marie Adam. Adam, donc grand maître de la Loge de France. Et nous avons également avec nous Michel Andréoni, c'est ça ? Andréoni. Vénérable maître, donc ici à La Réunion. Tout à fait. Et nous avons Patrice Manzoni, grand orateur du Conseil de la Grande Loge française Memphis Misraïm. Bonsoir à vous tous. Bonsoir. Alors, je vous pose la première question, et je vous demanderai à chacun d'avoir une réponse. C'est quoi la franc-maçonnerie ? Eh bien, si c'est à moi de répondre en premier... Quelle est la définition la plus simple qui pourrait dire exactement ce que c'est ? C'est une alliance d'hommes de bonne volonté qui cherchent à améliorer la vie de leurs concitoyens en s'appuyant sur une démarche de spiritualité et d'humanisme. D'accord. Pierre Lovat, ce serait quelle définition ? Gérard Lovat. Oh pardon, Gérard, Pierre. Je ne peux que confirmer ce que disait le grand maître de la Grande Loge de France. Effectivement, je crois qu'il y a en plus peut-être une recherche d'un manque à l'origine pour devenir franc-maçon et puis ensuite d'intervenir dans la vie de la cité en ayant évolué soi-même. Voilà. Vous ajouterez quoi à cette définition, Patrice Manzoni ? C'est un organisme qui permet d'apprendre à se connaître soi-même pour pouvoir rayonner ensuite au sein de la cité. D'accord. On va écouter Michel Andréani. C'est avant tout un ordre qui se bat pour défendre des valeurs universelles, des valeurs de paix, des valeurs d'écoute de l'autre, des valeurs de fraternité dans un monde qui en manque de plus en plus. Et je crois que nous sommes de plus en plus essentiels à ce niveau-là. Alors, vous avez dit ordre, vous avez dit valeur. On va essayer de faire un peu d'histoire. Ça remonte le début de la franc-maçonnerie. Ça remonte à quand ? Au déluge. Donc, on va pas pardon. Pour y poser la question. Dans l'histoire, on a des traces d'existence de francs-maçons, de textes maçonniques au XVIe siècle, dans les années 1550-1560. Mais c'est une franc-maçonnerie qui n'est pas structurée. En fait, la franc-maçonnerie spéculative, telle qu'on l'a définie aujourd'hui, est née à Londres en 1717. Et à partir de là, elle s'est structurée avec des péripéties, avec des histoires, avec des ruptures, mais avec toujours quand même un texte fondateur, une colonne vertébrale qui fait que depuis 1717, les francs-maçons se réunissent en obédience. Alors, je vais revenir à cette histoire où certaines parlent de Templiers. Est-ce qu'il y a un lien avec les Templiers, puisque ça date du XIVe siècle, je crois. Est-ce qu'il y a un lien ? Pourquoi, quand on parle des chevaliers du Temple, certains font aussi référence aux francs-maçons ? Alors, la franc-maçonnerie, c'est présenté de deux manières. À l'origine opérative, à travers les compagnons du Tour de France, entre autres choses, pour les outils que nous utilisons aujourd'hui. Et est héritière également, effectivement, de certains ordres comme la chevalerie du Temple, certains ordres comme cela. Le grand maître de la Grande Loge de France disait très justement qu'en fait,
nous asseyons la réalité de la franc-maçonnerie spéculative à partir du début du XVIIIe siècle, fin XVIIe, avec les manuscrits Shaw, etc., Régius, et tout ce qui est auparavant procède ou d'un fond de vérité ou de légende, mais nous n'avons pas de documents l'attestant réellement. Voilà. Alors, quand on regarde les grands hommes qui ont marqué la construction de ce monde, hein, George Washington aux États-Unis, Lafayette en France, il y a eu Isaac Newton également. Mozart. Il y a eu quand même de grands francs-maçons qui font part. Qu'est-ce qui explique qu'aujourd'hui, on a stigmatisé. Qu'est-ce qui explique qu'aujourd'hui, l'image a évolué et pas toujours dans le bon sens? Parce qu'elle n'a jamais été bien vue en Europe. Il y a toujours eu ce fond de suspicion venu en général des mouvements d'extrême droite qui considéraient qu'il y avait là quelque chose qui permettait de s'en prendre à la fois au courant de pensée, à la fois peut-être à ceux qui avaient un peu d'argent, qui représentaient le pouvoir, et ce complot judéo-maçonnique a servi de support à une critique quasiment permanente, en oubliant qu'en dehors de cela, ou à côté de cela, toutes les grandes avancées du XIXe siècle, toutes les libertés, l'abolition de l'esclavage ou l'abolition de la liberté... Schœlcher, par exemple, qui était... donc à la Grande Loge de France, à l'époque. Schœlcher, mais aussi Léon Bourgeois, mais aussi les politiciens de la Troisième République, qui, pour beaucoup, étaient francs-maçons. Et par contre, cela, on ne le met pas en valeur. Donc on ne met en valeur que ceux qui permettent de critiquer. Alors il y a une chose quand même qui est vraie, c'est-à-dire qu'à un moment donné, le pouvoir... alors on avait l'impression qu'il y avait un pouvoir dans le pouvoir, c'était devenu apparemment un conflit, parce qu'à un moment donné, on avait l'impression qu'il y avait une chasse aux sorcières, on essayait de savoir qui était franc-maçon. Cette réalité est toujours là ou pas? Alors, ça ne l'est plus, je crois, aujourd'hui. Enfin, les francs-maçons sont quand même assez réticents à se dévoiler, ce qui est un peu normal du fait de leur passé, de leur histoire. Il suffit de se rappeler les derniers événements douloureux de la dernière guerre mondiale, par exemple, où il y a, je crois, 60 000 maçons qui ont été assassinés par des structures extrémistes contre lesquelles, évidemment, toute la franc-maçonnerie universelle s'élève complètement. Mais il y a un deuxième aspect, je crois, qui est important à soulever, c'est que la franc-maçonnerie est à vivre. Ce qui veut dire que lorsque des personnes nous demandent ou de nous dévoiler ou d'expliquer, c'est rigoureusement impossible. Il faut prendre le chemin et le parcourir pour savoir ce que nous faisons réellement, sachant que notre utilité première et fondamentale, c'est évidemment d'œuvrer pour le bien de la cité dans tous les cas de figure. Ça, c'est ce qui est, je veux dire, l'objectif de départ lorsque la franc-maçonnerie se met en place ou se structure. Mais il y a quand même aujourd'hui une chose, c'est que certaines personnes qui viennent vers vous, qui deviennent francs-maçons, ils le font dans des objectifs parfois pas les mêmes que les vôtres, pas spirituels, pas pour le bien-être de la population, mais plus pour leur bien-être à eux. Mais tout le travail de ceux qui vont les recevoir, par exemple les vénérables maîtres qui seront les premiers interlocuteurs de ce profane qui a manifesté l'intention de devenir franc-maçon, tout le travail des vénérables maîtres, et de Michel en particulier, ici, c'est justement de décrypter cette demande. Et je vais lui laisser dire comment on pratique, comment on fait pour essayer justement de trier. Alors, je pose à vous la question, Michel Andréoni, la question, on le voit, hein, il y en a qui disent qu'ils essayent de devenir francs-maçons parce qu'ils veulent se servir du réseau. Est-ce que ça, vous le sentez, est-ce que vous le voyez ou le vivez Mais disons que notre rôle à nous, comme l'a dit le grand maître, c'est de le détecter, de le dénoncer et de ne pas prendre ces personnes qui ne représentent pas notre idéal. Il arrive, comme nous sommes tous des hommes, de laisser passer à travers certaines personnes, mais nous sommes suffisamment adultes et responsables pour pouvoir y mettre le holà quand il le faut. Et croyez-moi que de chez nous, contrairement à ce qui se dit, nous, la franc-maçonnerie, c'est exactement le contraire d'une secte, c'est-à-dire que c'est extrêmement difficile de rentrer, extrêmement difficile. Par contre,
pour se faire sortir, c'est très, très, très rapide. Ou pour sortir de sa propre initiative aussi. Hein. Je vais revenir sur ce point-là. Allez-y. Est-ce que je pourrais dire simplement deux mots? Nous sommes une petite structure, donc on pourra peut-être en parler dans quelques minutes. Et donc nous y pouvons identifier très très rapidement. Mais les grandes structures qui incarnent la spiritualité au sein de notre métropole et département d'outre-mer, c'est un travail, je crois, de tous les instants que justement d'essayer d'éliminer, comme l'a très justement dit notre frère, d'essayer d'éliminer les personnes susceptibles de créer des problèmes. Voilà. La dernière question là-dessus, parce qu'après on va revenir sur vos structures. Quand on regarde de l'extérieur, et je viens de l'extérieur, et quand on regarde loin, vraiment de loin, entre les francs-maçons, ceux qui se disent Illuminati, ceux qui sont de l'Opus Dei, on a l'impression qu'il y a une vraie concurrence. C'est un réseau, ce sont des réseaux qui se mettent en place, c'est des réseaux de pouvoir pour aller justement vers le pouvoir. Est-ce que ça, c'est un fantasme ou c'est une réalité, ou comment ça se vit au quotidien? Le seul pouvoir qu'on essaye d'avoir, en fait, c'est le pouvoir sur nous-mêmes qu'on essaye de regagner, en fait. D'accord. Et d'étendre notre propre pouvoir sur nous. La franc-maçonnerie, c'est l'étude de soi avant tout, l'amélioration de soi pour avoir une meilleure relationnelle, un meilleur rayonnement autour des siens. C'est comme ça que nous avançons. Allez-y. Si vous voulez devenir célèbre en tant qu'homme politique, en tant que responsable syndical, en tant que représentant de la population dans telle ou telle structure, ne venez pas en franc-maçonnerie, c'est pas le bon moyen. Alors, nous avons sur le plateau donc allez-y. Non, je voulais simplement faire une aparté pour dire simplement que la franc-maçonnerie spiritualiste aujourd'hui, Malraux disait en 68, ce prochain siècle sera mystique ou ne sera pas. Il va dire spirituel. Non, mystique. Ah, et j'insiste lourdement, okay. Il a dit mystique, ce qui est encore plus... Voilà. D'accord. Parce qu'elle s'est trompée. J'ai mal lu alors. Et le développement, le développement de la franc-maçonnerie dite spirituelle, je crois, devient complètement essentiel dans la recherche des fondamentaux de l'humain et de notre société. D'accord. Donc, je disais, sur ce plateau, nous avons la Grande Loge française du Memphis Misraïm et nous avons également la Grande Loge de France. C'est ça. Alors, d'abord, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu ce que c'est? Alors, vous êtes donc de la Grande Loge française Memphis Misraïm. Alors, la Grande Loge française de Memphis Misraïm a une vocation, elle est héritière et originaire depuis le 19e siècle, enfin tout ce qui est attesté réellement par du 19e siècle. Nous n'avons pas une vocation à nous développer. Nous avons une franc-maçonnerie qui est très spécifique puisqu'elle se réclame de l'ancienne Égypte, comme son nom l'indique, enfin de ses deux noms. Et donc aujourd'hui, nous sommes une structure de taille plus qu'humaine, très artisanale pratiquement, et face à la Grande Loge de France, et qui, à mon avis, le grand maître en parlera certainement beaucoup mieux que moi. Voilà, nous sommes aujourd'hui sur le territoire national, et dom-tom compris 600, 700, ce qui est vraiment très 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 modeste comme démarche. Par contre, et je termine là-dessus, nous sommes les détenteurs de toutes les patentes d'origine concernant le rite de Memphis Misraïm, et ça c'est quand même essentiel pour démêler le vrai du faux en certaines circonstances. D'accord. Pierre-Marie... Alors, pas face à, mais à côté d'eux. Les obédiences, on va dire, se côtoient, ne s'opposent pas nécessairement. La Grande Loge de France est née en 1728, je disais tout à l'heure 1717, née en 1728 et sous la forme actuelle qu'elle occupe, 1894, 1904 pour être précis. Nous sommes aujourd'hui 34 000 frères, répartis dans 950 loges, dont 10 sont ici à La Réunion et regroupent environ 500 frères, ce qui fait donc que nous sommes en effet une obédience qui compte dans le paysage maçonnique. Nous avons comme spécificité d'être une franc-maçonnerie de tradition, donc qui se rattache à tout ce qui était à l'origine de la démarche, et nous nous appuyons sur une démarche de spiritualité et d'humanisme, à la fois la spiritualité, le travail dans la loge, l'initiatique et le symbolique, mais pour ensuite se traduire dans la cité, dans le cadre de l'humanisme et sur des valeurs qui sont des valeurs humanistes, de respect de la personne et de dignité, enfin de tout ce qui constitue
ceux qui méritent de faire une démarche humaniste, donner du sens à l'existence et permettre à tous ceux qui sont autour de nous de vivre en accomplissant ce pourquoi ils sont venus. Et votre objectif premier et principal, c'est, à vous de toutes ces loges, Si je peux me permettre de prendre la parole, je crois qu'on entre en maçonnerie quand on est quand on est homme de désir, en manque intrinsèque ou métaphysique quelque part. Et autrement, on n'entre pas en maçonnerie, on va, je sais pas, dans un club de pétanque, peu importe. Bon. Donc, ça veut dire qu'on essaie de résoudre le manque à travers des outils, une symbolique, des transmissions issues du passé, pour permettre donc à l'individu, pour rejoindre ce que disait notre grand maître, enfin le grand maître de la Grande Loge de France, et intervenir dans la cité pour le mieux-être des uns et des autres. Mais je crois que c'est ça le fondement essentiel, enfin en tout cas pour moi, c'est que les individus ne peuvent venir que en étant en recherche et donc exclus tout intérêt, pour faire référence à la question précédente, que vous avez posée tout à l'heure, en excluant tout intérêt ou financier. Après, il y en a, mais voilà. L'objectif de la loge, l'objectif des francs-maçons premier, c'est le progrès sur soi-même. Nous avons une devise qui est sortie de chez Socrate et de Platon, c'est « Connais-toi toi-même ». Et tu connaîtras l'univers et les dieux. C'est-à-dire, commençons déjà par savoir qui nous sommes, ce que nous avons comme ressort personnel, comment, à partir de l'amélioration de ce que nous sommes, nous pouvons permettre de faire progresser notre environnement. Et puis ensuite, en termes d'obédience, nous avons comme objectif premier, c'est dans nos constitutions, l'amélioration de la condition humaine sur tous les plans, spirituel, intellectuel, matériel et moral. C'est pourquoi notre démarche doit être à la fois, et ça revient à votre question, pour la contredire, si j'ose dire, nous devons d'abord être exemplaires. C'est parce que nous sommes exemplaires dans notre environnement, ou si nous sommes exemplaires dans notre environnement, que notre environnement aura envie de se questionner sur qui nous sommes, tout à fait, pourquoi nous sommes comme ça, et pourquoi on a envie de nous rejoindre. Et dans la réalité, ça se passe aussi bien que là, vous le dites, parce que quand vous le dites, ça a l'air tout à fait attrayant, bien, et ça attire, mais est-ce que dans la réalité, ça se passe comme ça? Je vous pose à vous la question. Je vais laisser c'est aussi simple. Les projets, représentants locaux parler de la façon dont ils voient les choses ici. Les projets, quels sont les projets, d'ailleurs, que vous avez mis en place depuis? Qu'est-ce que vous avez apporté? Les projets, notre grand maître vous l'a dit, notre plus grand projet, c'est nous-mêmes. D'accord. Notre plus grand projet, c'est nous-mêmes. D'abord, on se sert en premier. On essaye de s'améliorer soi-même pour améliorer les autres à côté, si l'on peut, ou faire en sorte d'être un exemple pour eux. Et ce devoir d'exemplarité, croyez-moi que travailler sur soi-même, c'est la chose la plus difficile qui existe au monde, je pense. Parce que c'est pas facile, parfois, de supporter ce qu'on est, et d'essayer de voir ce qui ne va pas, et d'essayer, justement, de travailler pour améliorer ce qu'on est. Je voudrais rajouter un mot sur notre démarche. Nous ne pouvons pas être francs-maçons en étant simplement dans notre petit environnement personnel, à travailler des livres, à essayer de lire la Bible ou je ne sais quel autre livre de morale. Notre démarche est aussi, et c'est pour ça que la présence d'un vénérable maître est importante. La démarche, c'est évidemment le progrès, le travail sur soi-même, mais au milieu des autres. Parce que ce sont les autres qui font que nous sommes poussés à nous améliorer, à devenir mieux que ce que nous sommes. Et je fais juste une citation que j'aime bien parce que c'est bien d'avoir des références, mais Nietzsche disait « La vérité commence à deux ». C'est-à-dire que tout seul, on a toujours l'impression d'être le plus beau, le meilleur et d'avoir raison. C'est quand on se confronte au regard des autres. Une de nos phrases, c'est d'abord, un de nos emblèmes, c'est le miroir, se regarder soi-même pour voir qui on est à travers ses propres yeux. Et puis c'est surtout, mes frères me reconnaissent comme tel. C'est le regard des autres, c'est la façon dont ils vous considèrent qui vous permet de savoir si en effet vous vous améliorez, si vous en effet vous êtes ce qu'ils attendent
de vous et que vous soyez. Et ce qui est dit là est très juste, et puisque nous en sommes à certaines références, il y a deux phrases aussi qui sont assez incontournables. Je vais commencer par une qui risque de heurter un peu et qui est sur le fronton de l'abbaye de Thélème de François Rabelais: fais ce que voudras, à condition que on sache ce qu'on fait. C'est-à-dire avoir une transmutation intérieure, une évolution interne, et le faire en toute connaissance de cause, preuve à l'appui, et étant aidé des uns et des autres. Et la dernière phrase, pour reprendre une phrase maçonnique, c'est être libre et de bonne mœurs, sachant ce qu'est la liberté, aussi bien intérieure, interne, que la liberté de la société, et surtout de bonne mœurs, c'est-à-dire mettre en place les fameux, entre autres, 10 commandements moïsiaques, de manière à rester dans la règle. Voilà, c'est aussi important. Ce sont des phrases qui, au sein de la franc-maçonnerie, sont totalement et définitivement incontournables. Dans cette liberté, vous intégrez que la liberté est la plus grande des servitudes ou pas? Oui, bien sûr. Bien sûr. Quand on a choisi d'être libre, alors là, le devoir et les obligations commencent. Alors, Michel André allait dire quelque chose tout à l'heure, c'était? Non, je voulais dire simplement qu'effectivement, la base de notre contrôle nous-mêmes, c'est que nous ne nous jugeons pas notre évolution nous-mêmes. Nous la laissons aux autres qui nous accompagnent. Et c'est bien, je n'ai pas le droit de dire que je suis franc-maçon. Je ne suis pas franc-maçon. Les autres me reconnaissent comme tel. Et c'est parce que je vais avoir une attitude exemplaire qu'ils vont me reconnaître comme tel. Donc à travers les valeurs. À travers les valeurs. Absolument. Monsieur l'orateur est là depuis tout à l'heure, il n'a pas dit grand-chose, mais... C'est la fonction de l'orateur, ça. Justement, c'est ce que j'allais dire. Le gardien de la loi. Mais donc, il ne parle que quand la loi serait... Et jusqu'à maintenant, on ne l'a pas transgressé, donc c'est bien. La loi, puisque le grand maître a prononcé le mot, c'est quoi la loi, finalement, gardien de la loi, ouais. Ça veut dire gardien des outils que nous offrons aux frères et aux sœurs. Il est utile de respecter certains processus pour que chacun puisse prendre la parole, par exemple, sans être dispersé, avec une méthode. Et cette méthode qui est typique à la franc-maçonnerie, eh bien, c'est le rôle du grand orateur que de s'assurer qu'elle soit en place. D'accord. Et j'ajouterais, pour confirmer ou prolonger ce que vient de dire le grand orateur, que c'est aussi la loi morale. Et la loi morale, c'est le comportement, c'est les principes et les valeurs pour lesquels nous avons décidé d'être francs-maçons. Le fait que la rectitude, ce que l'on va rapporter sous forme symbolique à la règle, ou la droiture que l'on rapportera au fil à plomb, que tous ces outils symboliques ne valent que parce qu'ils correspondent à des valeurs. Et que c'est parce que nous respectons ces valeurs morales que nous pouvons en effet être nous considérer comme francs-maçons. C'est vrai. Et puis il y a aussi un autre critère. Bon, il y a de grands bateaux maçonniques qui ne peuvent... encore une fois, nous sommes complètement respectueux, évidemment, de l'ordre, mais dans des grandes structures, ou même des plus petites, il est indispensable que tous les membres respectent les règlements généraux, les grandes constitutions qui ont été instituées par nos anciens. Bon, évoluant au fil des années, évidemment, mais institués par nos anciens, parce qu'autrement, hors ces principes de base de respect d'autrui, de bonne moralité, plus rien ne peut exister en termes de maçonnerie. Et comme l'a très bien souligné le grand maître de la Grande Loge de France, nous sommes en recherche et en devoir d'excellence. Le devoir d'excellence est complètement essentiel dans notre démarche, aussi bien pour nous que pour les autres. Il y a un problème, c'est que quand on regarde ceux qui sont au pouvoir, quand on parle d'exemplarité, quand on regarde tous les problèmes qu'il y a pour ceux qui gouvernent, la corruption, les détournements de fonds, toutes ces choses qui font la une de la presse, les faits divers qui remplissent les pages, et également les tribunaux d'ailleurs. Est-ce que vous êtes un petit peu confronté à ça? Je veux dire que quelque part, à chaque fois, on associe des personnes qui ne sont même pas chez vous à la rigueur, et on dit que derrière, il y a des réseaux, de pouvoir. Comment, entre les valeurs que vous défendez, l'image que vous souhaitez amener, comment faire en sorte qu'elle reste peut-être pas immaculée, mais qu'elle ne soit pas aussi ternie ou stigmatisée? La difficulté, c'est de démentir ce qui n'existe pas.
Et donc, une rumeur, si vous la démentez, vous lui donnez du crédit. Si vous n'en parlez pas, on dit, puisqu'il n'en parle pas, c'est que c'est vrai. Et en la circonstance, au lieu de parler comme ça de façon générale, il faut pointer du doigt ceux qui seraient francs-maçons et qui, dans le même temps, se comporteraient mal. Parce que nous avons nos structures de droit. Je ne dis pas qu'ils sont forcément francs-maçons. Hein. Je dis qu'ils peuvent ne pas être francs-maçons, mais que derrière, dans la tête des gens, ils appartiennent forcément à des réseaux de pouvoir. Oui, mais le réseau de pouvoir, ça existe dans toutes les professions, ça existe dans tous les domaines. Et un réseau de pouvoir, il peut être justifié s'il correspond, s'il respecte les règles. Le réseau de pouvoir, le fait de se comporter en ami ou en comment dirais-je, en collaborateur ne peut être reproché que s'il ne respecte pas les règles de fonctionnement. Un homme politique n'a pas besoin, pour avoir du pouvoir, de transgresser les règles. Mais il y en a qui le font pour y parvenir. Et donc, ne pas lier les choses. Et en tout cas, ne pas lier les choses aux francs-maçons. D'accord. Il nous reste 6 minutes. Je vais vous poser une dernière question à vous quatre. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire, il faudrait faire, ou qu'est-ce que vous devez faire pour que l'image, justement, de ce que vous défendez, de ce que vous essayez de porter au plus haut, comme les valeurs, comme la spiritualité, qu'est-ce que vous devez faire pour que les gens comprennent bien votre démarche ? Je dirais que, d'abord, dans un premier temps, le problème que nous avons, c'est la lutte contre l'ignorance. Et dire à tous ceux qui disent du mal de nous, ils nous voient d'un mauvais œil, je dirais, ils viennent nous rejoindre pour voir à l'intérieur comment nous sommes. Et à ce moment-là, je pense qu'ils auront une autre idée, une idée juste de ce que nous représentons, et peut-être qu'ils ne voudront plus jamais partir. D'accord. Oui, alors, moi, j'ajouterais que le fait que vous nous invitiez, le fait que vous nous permettiez d'expliciter ce que nous sommes venus faire en devenant francs-maçons. Vous voyez bien que dans ce que nous avons évoqué durant cette émission, on n'a pas parlé d'accéder au pouvoir, d'accéder à la richesse, d'accéder à la puissance. On a parlé de spiritualité, on a parlé d'amélioration de nous-mêmes, on a parlé d'exemplarité. Alors, pour dire tout cela, il faut que nous ayons la possibilité de l'exprimer, d'une part, dans le cadre de conférences. Le grand maître ici présent est allé donner une conférence à Saint-Denis. Moi, il y a quelques jours, donné une conférence à Saint-Pierre. Et cette démultiplication-là et les invitations que nous recevons des médias permettent aussi ça. Alors ça, c'est sur la partie publique de la chose. L'autre partie, c'est l'exemple que nous donnons, l'image que les gens ont de nous et notre comportement au quotidien qui peut faire démythifier un peu ça. Et au-delà, c'est de l'espoir. Oui, je ne peux que confirmer ce qui vient d'être dit, parce que ça risque de devenir redondant, donc ça n'a pas grand intérêt, mais il est vrai que la valeur de l'exemplarité, ainsi que notre intervention dans la vie de la cité, suivant les canons qui sont édictés par la franc-maçonnerie depuis plus de 250 ans, aujourd'hui, ne peuvent être que des flambeaux permettant à des personnes qui ne nous connaissent pas d'essayer de séparer le bon grain de l'ivraie, je dirais, entre parenthèses. Donc voilà. Mais c'est notre présence, c'est notre manière d'être qui vont donner à l'autre l'envie de nous rejoindre, de mieux nous connaître et de participer à ce chantier qui est un chantier absolument fabuleux. Je peux en parler 43 ans plus tard. Voilà. Après, évidemment, nous avons chacun nos spécificités. C'est à ceux que ça intéresse de venir nous découvrir. Bon, tout le monde, enfin en tout cas nous, à la Grande Loge, nous avons un site internet. Alors, je vais vous le donner, comme ça, ceux que ça intéresse pourront aller le voir. Non, j'ai vu, on peut parler l'émission. Voilà, et donc, à partir de là, il y a toute la possibilité de se renseigner un peu plus sur ce que nous sommes et venir nous rejoindre à La Réunion, comme ailleurs, partout en métropole ou dans l'Hexagone. D'accord, donc rendez-vous sur vos sites pour ça. On aura l'occasion de revenir, pour ceux qui souhaiteraient, sur un moment, sur un thème ou un autre, revenir sur la franc-maçonnerie. En tout cas, ça a été un plaisir
plaisir de vous recevoir et d'échanger avec vous, et j'espère que le plaisir a été partagé. En tout cas, merci à Gérard Leva, donc grand maître général de la Grande Loge française de Memphis-Misraïm. Merci à Pierre-Marie Adam, donc grand maître de la Grande Loge de France. Merci à Michel Andréani, vénérable maître donc de la Grande Loge de France, ici à La Réunion. Et merci donc à Patrice Manzoni, c'est un paradoxe, grand orateur du Conseil de la Grande Loge française Memphis-Misraïm, qui aura au moins parlé sur ce plateau. En tout cas, merci, ça a été un plaisir. Et en tout cas, ça permet aussi de regarder, d'avoir des informations qui viennent directement des personnes intéressées et de ne pas toujours se fier à des rumeurs ou à ce qu'on croit connaître. Et souvent, malheureusement, on se trompe souvent. Et parfois à des médias en recherche de sensationnel. D'accord. Ça n'a pas été le cas aujourd'hui. Tout à fait. Je ne sais pas taper sur mes confrères ce soir. Merci, messieurs. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. En tout cas, j'espère que vous avez pris quelques informations. En tout cas, c'est toujours un plaisir de regarder, parfois derrière le décor, ce qui est vrai. Donc, merci pour votre fidélité. Merci. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. La Réunion, les LAL. La Réunion, les LAL. La Réunion, les LAL.